Chapitre 104. Pendant que ces grands événements se passaient dans les hautes sphères de la politique, notre humble fortune allait s'amoindrissant. Les 100 louis qu'avait apportés ma mère tiraient à leur fin, ce qui était effrayant, attendu qu'en 1 an et demi nous avions dépensé près de 4000 francs, c'est-à-dire près de 1800 francs de plus que nous n'eussions dû le faire. Il y avait donc urgence à moi de tenir mes promesses et d'ajouter, par un travail en dehors du bureau, quelque chose à mes appointements. Nous persistions bien à collaborer de Leuven et moi, mais tout cela n'avait aucun résultat, ce qui nous faisait crier tout haut à l'injustice des directeurs et au mauvais goût des comités, quoique tout bas je rendisse meilleure justice à nos œuvres, m'avouant franchement à moi-même que si j'étais directeur, je ne me recevrais pas. Nous résolûmes donc de faire des sacrifices et de nous adjoindre Rousseau afin qu'il mît dans nos pièces ce je ne sais quoi qui est le dernier coup de pinceau du tableau. Ces sacrifices consistaient à nous procurer quelques bouteilles de bon vin vieux de Bordeaux, quelques carafons de rhum, quelques fragments de pain de sucre. Rousseau était de cette fameuse école Favart, Adet, Collet, Desaugiers, Armand Gouffier et compagnie, qui ne travaillaient qu'en entendant sauter les bouchons et en voyant flamber le punch. Rousseau avait même alors une réputation dont, à son grand regret, il était obligé de céder une moitié à son illustre collaborateur Romieux. À une certaine époque, je n'eusse point osé parler ainsi de l'illustre préfet de la Dordogne, de peur de nuire à sa carrière politique. On se rappelle la douleur que lui causa cette nouvelle, heureusement fausse, qu'il avait été dévoré par les hannetons, et comment ses partisans se hâtèrent de rejeter à la face de la mauvaise presse cette mauvaise plaisanterie. Hélas, il est si difficile à un homme d'esprit de se faire pardonner son esprit et à un homme amusant de passer pour un homme sérieux, que Romieux commençait à peine à se remettre de cette double réputation, malheureusement trop méritée, lorsque, après 10 ans de sous-préfecture et de préfecture, il en fut de lui comme du pauvre savetier romain qui avait habitué un corbeau à crier « Vive César Auguste !» Le César Auguste de la France tomba, les soins et les dépenses de Romieux furent perdus. Opera et impensa periit. Romieux rentra dans la vie privée, et cette chute, qui, contre les lois de la pesanteur, s'est opérée de bas en haut, nous rend toute notre liberté à l'endroit de l'auteur de l'Enfant trouvé et de l'ère des Césars. Romieux était donc en 1825 le collaborateur de Rousseau. Seulement, de cette collaboration, comme de la mienne avec Adolphe, il ne sortait absolument rien qu'une foule d'aventures plus réjouissantes les unes que les autres et qui défrayaient les causeries du Café du Roi et du Café des Variétés. Entendons-nous, car il pourrait y avoir amphibologie, et l'on pourrait croire que notre collaboration aussi ressortait quelque chose. Non, de la nôtre, il ne ressortait rien du tout. Adolphe a toujours été jovial comme un trappiste, et moi, quoique d'un caractère très gai, je ne savais que rire des farces des autres, sans jamais, dans toutes les farces qui se faisaient, pouvoir être autre chose que simple spectateur. J'avais une profonde admiration pour l'aplomb qui, sous ce rapport, distinguait Rousseau et Romieux. Ainsi, il y avait peu de nuits où Rousseau, surtout, qui portait moins bien son vin que Romieux, mais qui, il faut le dire, avait le vin charmant, il y avait peu de nuits où Rousseau, abandonné à lui-même par son traître Pylade, ne fut ramassé par quelque patrouille et conduit chez le commissaire de police pour tapage nocturne. Mais Rousseau était comme les enfants à qui, de peur qu'ils ne se perdent, on apprend un nom et une adresse. Rousseau avait gravé au plus profond de sa mémoire le nom d'un certain commissaire de police de sa connaissance, et il y était si bien incrusté que ni vin, ni eau-de-vie, ni rhum, ni punch ne pouvaient l'en effacer. Rousseau trébuchant, Rousseau balbutiant, Rousseau gris, Rousseau ivre mort, Rousseau ayant oublié le nom et l'adresse de sa mère, le nom et l'adresse de Romieux, son propre nom et sa propre adresse, Rousseau articulait nettement le nom et l'adresse du dit commissaire de police.
et comme on ne pouvait refuser à un homme si ivre qu'il fût cette juste demande d'être conduit chez un commissaire de police, on conduisait Rousseau chez son ami, qui lui faisait une semonce d'abord, mais qui finissait toujours par le faire remettre en liberté. Une fois pourtant, la semonce fut plus vive que d'habitude, et Rousseau l'écouta d'un air plus contrit. Puis, comme le commissaire de police lui reprochait de troubler son sommeil en le réveillant ainsi toutes les nuits, « Vous avez raison, répondit Rousseau, et je vous promets désormais de me faire conduire chez un autre une fois sur 3. » Il lui tint parole, mais tous les commissaires de police n'avaient pas la même indulgence. Le premier chez lequel se fit conduire Rousseau l'envoya à la salle Saint-Martin, d'où il ne sortit que 2 jours après, ce qui le détermina à reprendre son ancien système. C'était surtout aux portiers et aux épiciers qu'en voulaient Rousseau et Romieux. Rousseau passait sa tête par le vasistas d'un concierge. « Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, que l'oiseau que vous avez à votre fenêtre ? C'est une fauvette à tête noire, monsieur. » « Ah, et pourquoi avez-vous une fauvette à tête noire ? » « Parce que cela chante très bien, monsieur. »« Vraiment ? Tenez, écoutez. » Et le portier, les mains sur les hanches, dodelinant la tête de haut en bas, le visage souriant, écoutait le chant de sa fauvette. « Ah, c'est vrai. Vous êtes marié ? » ?»« Oui, monsieur, en 3e noces. »« Et où est votre femme ? » ?»« Mon épouse, monsieur veut dire. »« Oui, certainement, votre épouse. Elle est chez le locataire du 5e. »« Ah, et que fait-elle chez le locataire du 5e ? » ?»« Le ménage. »« Est-il jeune ou vieux, le locataire du 5e ? » ?»« Entre 2 âges. »« Bon, et vos enfants ? » ?»« Je n'en ai pas. »« Vous n'en avez pas ? » ?»« Non. »« Alors qu'avez-vous donc fait pendant votre mariage ? » ?»« Pardon, monsieur désire quelqu'un ? » ?»« Non. »« Alors monsieur désire quelque chose ? » ?»« Non. »« C'est que depuis un quart d'heure, monsieur me fait question sur question. »« Oui. »« Mais à quel propos ces questions-là ? » ?»« À propos de rien. »« Comment à propos de rien ? Mais enfin, monsieur a un but ? » ?»« Aucun. »« Monsieur n'a aucun but ? » ?»« Non. »« Mais alors, je voudrais bien savoir pourquoi monsieur me fait l'honneur. Dame, je passe, je vois au-dessus de votre loge, parlez au portier, je vous parle. » Romieux entrait chez un épicier. « Bonjour, monsieur. Monsieur, votre très humble serviteur. Avez-vous des chandelles D8 ? » ?»« Oui, monsieur, en quantité. C'est un article qui va fort, attendu qu'il y a plus de petites bourses que de grandes. » »« Ah, monsieur, ce que vous dites là, c'est plus que de l'épicerie, c'est de l'observation. Monsieur me fait honneur. » Romieux et l'épicier se saluent. « Monsieur disait donc qu'il désirait une chandelle D8. »« Une seule ? » ?»« Oui, d'abord, après je verrai. » L'épicier tire une chandelle d'un paquet. « Voici, monsieur. Voulez-vous me la couper en 2 ? Je déteste toucher à la chandelle. » »« Vous avez raison, cela sent fort mauvais. Voici votre chandelle en 2 morceaux. » »« Ah, maintenant seriez-vous assez bon pour couper chacun de ces morceaux-là en 4 ? » »« En 4 ? » ?»« Oui, pour ce que je veux faire, j'ai besoin de 8 morceaux de chandelle. » »« Voici vos 8 morceaux, monsieur. »« Pardon, auriez-vous l'obligeance de me les émécher ? » ?»« Tous les 8 ? » ?»« Tous les 7. Il y en a un qui, tout naturellement, a sa mèche. »« Ah, c'est vrai. » »« C'est cela, là, très bien, là, merci. Maintenant, attendez, mettez-les sur le comptoir, à 3 pouces de distance les unes des autres. »« Ah, mais que diable voulez-vous donc faire ? » ?»« Vous allez voir. Maintenant, pousseriez-vous la complaisance jusqu'à me prêter une allumette chimique ? » ?»« Certainement, tenez. » »« Merci. » Et Romieux allume gravement les 8 bouts de chandelle. « Mais, monsieur, que faites-vous donc ? » ?»« Je fais une farce. »« Comment vous faites une farce ? » ?»« Oui. »« Et maintenant ? » ?»« Et maintenant que la farce est faite, je m'en vais. » Romieux salue l'épicier et sort. « Mais comment vous vous en allez ? » crie l'épicier. « Vous vous en allez sans payer la chandelle, mais payez la chandelle au moins. » Romieux se retourne. « Si je payais la chandelle, où serait la farce ? »
et il continue son chemin sans s'occuper davantage des cris de l'épicier. Parfois, Romieux s'élevait plus haut que l'épicier et manquait de référence au haut commerce. Un soir, il passe rue de Seine, au coin de la rue de Bussy, au moment où, à minuit et demi, par extraordinaire, un commis s'apprête à fermer le magasin des Deux Magots, que l'on ferme d'ordinaire à 11 heures. Romieux se précipite dans le magasin. « Où est le chef de l'établissement ?»« Monsieur P. »« Oui, il est couché. »« Depuis longtemps ?»« Depuis 1 heure. »« Mais il est couché dans la maison ?»« Sans doute. »« Conduisez-moi près de lui. » « Mais, monsieur, sans retard. Cependant, à l'instant même, c'est donc bien pressé ce que vous avez à lui dire. C'est-à-dire que je tremble d'arriver trop tard. Puisque monsieur m'assure... Mais allez donc. Le commis ne prend pas le temps de fermer sa boutique et conduit Romieux dans un entresol où monsieur P. ronfle comme une contrebasse. Monsieur P, écrit le garçon. Bien quoi, va-t'en au diable, qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas moi. Comment ce n'est pas toi ? Non, c'est un monsieur qui veut vous dire 2 mots. À cette heure-ci, il dit que c'est pressé. Et où est-il, ce monsieur ? Il est là, à la porte. Entrez, monsieur, entrez. Romieux entre sur la pointe du pied, le chapeau à la main, le visage souriant. Pardon, monsieur, 1000 fois pardon du dérangement que je vous cause. Ce n'est rien, monsieur, ce n'est rien. Qu'y a-t-il pour votre service ? Je désirerais passer à votre associé. Comment, à mon associé ? Oui, mais je n'ai pas d'associé. Vous n'en avez pas ? Non. Alors pourquoi mettre sur votre enseigne aux Deux Magots ? C'est tromper le public. Mais parfois aussi, il arrivait que le mystificateur était reconnu, et alors la charge tournait contre lui. Un jour, Rousseau entra chez un horloger. « Monsieur, je voudrais voir une bonne montre. »« Ah, monsieur, voici votre affaire. »« De qui est-elle ? » ?»« De Leroy. »« Qu'est-ce que Leroy ? » ?»« Un de mes plus illustres confrères. »« Ah, donc vous m'en répondez. »« Oh, je vous en réponds. »« Combien de fois faut-il la remonter par semaine ? » 1 fois. Le matin ou le soir ? Comme on veut. Cependant, mieux vaut la remonter le matin. Pourquoi cela ? Parce que le soir, on est saoul, monsieur Rousseau, et qu'on peut casser le grand ressort. Cette fois-là, Rousseau était volé. Il sortit en promettant au marchand sa pratique, que, par reconnaissance, il ne lui donna point. On comprend que, devenu sous-préfet et puis préfet, Romieux ne pouvait pas continuer ce genre de plaisanterie. Et cependant, on assure que de temps en temps, le vieil homme revenait, tant il est difficile de chasser ce naturel qui, au dire du poète d'Auteuil, revint au galop. Aussi raconte-t-on qu'un soir, monsieur le sous-préfet, rentrant chez lui à 11 heures, après un souper en ville, quand Romieux soupait en ville à Paris, il ne rentrait jamais que le lendemain matin, mais chacun sait, hélas, que Paris n'est point la province. Monsieur le sous-préfet, rentrant donc chez lui à 11 heures du soir, aperçut 3 ou 4 gamins de la localité occupés à viser avec des pierres le réverbère d'honneur allumé devant la sous-préfecture. Seulement, c'était en province toujours et non à Paris, et les gamins, dans leur maladresse départementale, avaient déjà jeté 4 ou 5 pierres sans atteindre le but. Le sous-préfet, qui les voyait sans qu'ils le vissent, haussait les épaules. Enfin, ne pouvant plus se contenir en face d'une pareille maladresse, il s'approche, prend place au milieu des gamins étonnés, ramasse une pierre, au hasard, la lance, et clic, plus de réverbère. « Voilà comment cela se pratique, messieurs, dit-il. » Et il rentre chez lui en murmurant « Ah, la jeunesse est bien dégénérée. » Parfois aussi, chacun a ses mauvais moments, et de même que le plus sage pêche 7 fois par jour, l'homme d'esprit peut être bête 1 fois par an, parfois aussi, monsieur le préfet se gourmet dans son collet brodé. Un jour, Henri Monnier, vous savez, notre spirituel caricaturiste, notre charmant faiseur de proverbes, notre ami à tous enfin, Henri Monnier passe à Périgueux, va voir son ancien camarade Romieux et s'invite à dîner chez lui pour le jour même. Monsieur le préfet donnait un dîner d'apparat. Les convives étaient pour la plupart des autorités du département, ce qu'il y avait de plus collet-monté enfin.
Henri Monnier ne s'effraie pas pour si peu. Il bavarde, il raconte, il est comme chez lui, comme chez vous, comme chez moi, c'est-à-dire qu'il est charmant. Seulement il s'aperçoit que lorsqu'il tutoie Romieux avec acharnement, Romieux s'obstine à ne pas le tutoyer. Ce n'était ni dans leurs habitudes, ni dans leurs conventions. Henri Monnier s'assure bien que ce n'est point une erreur de sa part, puis, quand il est sûr d'être dans le vrai, « Ah ça, dis-moi donc, mon cher Romieux, crie-t-il d'un bout à l'autre de la table, tu me dis vous, et je te dis tu. Sais-tu qu'on va te prendre pour mon domestique ?» Paris s'aperçut réellement de l'absence de Romieux, quoique, en partant, il y eût laissé Rousseau. Puisqu'on faisait Romieux préfet, Paris eût bien désiré que l'on fît Romieux préfet de Paris, mais cela n'était point possible, à ce qu'il paraît. Comment Romieux, en partant, avait-il laissé Rousseau à Paris? Ah, voilà ce que Rousseau ne lui pardonna jamais. Quand Romieux fut nommé sous-préfet, Rousseau sauta de joie. C'était bien, de la part du gouvernement, une grave inconséquence de nommer Romieux sous-préfet sans lui adjoindre Rousseau à un titre quelconque. Mais comme Rousseau, après la Révolution, n'avait rien demandé, il fut assez raisonnable pour n'en pas vouloir au gouvernement. Il alla trouver Romieux. « Eh bien, mon cher ami, je te fais mon compliment. »« Ah, tu sais, pardieu. » »« Oui, ils m'ont nommé sous-préfet. »« Eh bien ? » ?»« Eh bien quoi ? » ?»« Tu as pensé à moi, j'espère. »« J'ai pensé à toi, et à quel propos ? » ?»« Il me semble qu'il te faut un secrétaire. »« Ah, tiens, c'est vrai. Tu n'en as pas encore. »« Non. »« Eh bien, voilà mon affaire à moi. 1200 francs, la table, le logement et ta compagnie, c'est tout ce qu'il me faut. »« Mais au fait, dit Romieux, allons donc. Reviens après-demain, et je te dirai si la chose est possible. Possible, que diable empêcherait que cela ne fût possible? Rousseau part et revient le surlendemain. Il trouve Romieux grave, presque soucieux. « Eh bien, demande-t-il. « Eh bien, mon cher ami, je suis désespéré. »« Comment ? » ?»« Impossible. »« Impossible de m'emmener avec toi ? » ?»« Oui, tu comprends. »« Ah non, je ne comprends pas. Avant de t'emmener, j'ai dû prendre des renseignements. »« Sur moi ? » ?»« Oui, sur toi, et j'ai appris. »« Tu as appris ? » ?»« J'ai appris que tu buvais. » Rousseau partit, mais cette fois il ne revint pas. Pauvre Rousseau, 3 mois avant sa mort, il nous racontait cette anecdote en pleurant à mon fils et à moi. Romieux finira mal, disait-il, avec le ton tragique de Calcas, c'est un ingrat. Dieu préserve Romieux de la prédiction de Rousseau. Romieux demeura 3 ans sans reparaître, et pendant ces 3 ans, l'absence de Romieux amena de grands changements dans la capitale, ainsi que le constate ce distique d'un auteur inconnu. Lorsque Romieux revint du Monomotapa, Paris ne soupait plus, et Paris ressoupa. J'ai dit qu'il s'était fait à Paris de grands changements, j'aurais dû dire des changements fatals. L'absence du souper a sur la civilisation des conséquences plus fâcheuses qu'on ne croit. C'est à l'absence du souper et à la présence du cigare que j'attribue la dégénérescence de notre esprit. Non pas que je dise que nos fils ont moins d'esprit que nous, Dieu m'en garde, et j'ai pour mon compte un fils qui ne me le pardonnerait pas, mais ils ont un autre esprit. Reste à savoir lequel est le meilleur du leur ou du nôtre. Notre esprit à nous, hommes de 40 ans, est un esprit qui tient encore un peu de l'aristocratie du XVIIIe siècle, modifié par le côté chevaleresque de l'Empire. Les femmes avaient une grande influence sur cet esprit-là. Cet esprit-là, c'était surtout le souper qu'il entretenait. À 11 heures du soir, quand on est délivré des soucis de la journée, quand on sait qu'on a encore 6 ou 8 heures que l'on peut employer à son loisir entre la veille et le lendemain, quand on est assis à une bonne table, qu'on coudoie une belle voisine, qu'on a pour excitant les lumières et les fleurs, l'esprit se laisse emporter tout éveillé dans la sphère des rêves. Et alors il atteint l'apogée de sa vivacité et de son exaltation. Non seulement on a à souper plus d'esprit qu'ailleurs, plus d'esprit qu'aux autres repas, mais encore on a un autre esprit. Je suis sûr que la plupart des jolis mots du XVIIIe siècle ont été dits en soupant. Plus de souper, donc absence de cet esprit qu'on avait en soupant.
Maintenant parlons du cigare. Autrefois, après le déjeuner, les hommes et les femmes passaient à la salle de billard ou au jardin. Après le dîner, les hommes et les femmes passaient au salon. Là, la conversation continuait sur le même ton, soit qu'elle s'isolât, soit qu'elle se généralisât. Aujourd'hui, à peine hors de table, les hommes se demandent les uns aux autres « Viens-tu fumer un cigare ?» On descend, on se promène sur le trottoir et l'on fume. Là encore, on rencontre des femmes, mais elles n'ont pas tout à fait le même esprit que celles qu'on vient de quitter dans le salon. On met son esprit au niveau de celui de ces dames. Il ne faut pas faire rougir la plus belle moitié du genre humain. Cela se renouvelle tous les jours. On ne rencontre pas tous les jours les mêmes personnes sur le trottoir, mais les personnes ont beau changer, la conversation est toujours à peu près la même. Sans qu'on s'en aperçoive, l'esprit se vulgarise. Joignez à cela l'influence du narcotique que contient le tabac et préjugez ce que sera la société dans un demi-siècle si le goût du cigare va toujours croissant. Nous aurons juste autant d'esprit en France en 1950 qu'il y en a aujourd'hui en Hollande. Et vous voyez que nous voilà bien loin de Rousseau et de Romieux. Au reste, ce n'est qu'à Rousseau que nous avons affaire. Revenons donc à Rousseau.